Heu, merci d'être venus si nombreux dans cette salle virtuelle. J'ai mis le mode mosaïque pour voir tous vos visages, c'est très chouette. Le sujet de cette première séance, c'est le plus atypique. Hem, c'est une exploration de la question: «Est-ce que de faire le bien rend heureux? Est-ce que de faire le mal rend malheureux?» Ce qui est pas du tout évident, en fait. Et est-ce qu'on peut en faire quelque chose méditativement pour augmenter notre bien-être et notre bonheur? Il y a une question, c'est une vraie question. Louisa a la main levée. OK. Et donc ce thème, va nous faire probablement enfoncer quelques portes ouvertes. Les bonnes actions et les mauvaises actions et leurs conséquences sur le bien-être psychologique, c'est un thème, hem, qui peut paraître un peu évident, mais en fait, il est peu utilisé et peu exploré dans le domaine de la santé mentale, je trouve. Et j'aimerais commencer par une appréciation du bonheur qui découle du bien que d'autres personnes font, avec un exercice de gratitude, qui je pense est le meilleur moyen de commencer l'exploration de ce thème-là. Donc, je vous propose de vous installer dans une position assise confortable et en fermant les yeux un moment pour prendre conscience de la posture, sensation de contact avec le sol, sensation de contact avec le coussin, la chaise, laissant le corps se reposer, s'appuyer sur le contact avec le coussin, prenant conscience de toutes les sensations dans l'ensemble du corps, depuis le contact avec le sol jusqu'au sommet de la tête, aussi bien les sensations à la surface de la peau que les sensations à l'intérieur, le corps dans son ensemble. Et avec chaque expiration, ce qui peut se détendre, ce qui a besoin de se détendre dans le corps, peut le faire. Chaque expiration est une opportunité pour un peu plus de détente, respiration après respiration.
et en évoquant une personne que vous pourriez remercier pour ce qu'elle vous a apporté, pour sa gentillesse, pour sa générosité, pour sa présence, le bien qu'elle vous a fait, d'une manière ou d'une autre, une personne que vous auriez envie de remercier, de votre présent ou de votre passé. Et quand vous avez une personne à l'esprit, en lui offrant de l'espace avec votre imagination, peut-être en imaginant qu'elle est présente à côté de vous, en face de vous, ou simplement en lui donnant de l'espace, en pensant à elle. Laissant cette personne être présente et appréciant sa présence. Et en formulant vos remerciements, merci pour, je te remercie de quoi? De quoi pourriez-vous aujourd'hui remercier cette personne? Les grandes et les toutes petites choses, tout ce qui a compté pour vous. Formulant vos remerciements intérieurement et les adressant à cette personne. Merci pourquoi. Et en laissant cette gratitude, cette reconnaissance s'exprimer silencieusement pendant quelques instants, la laissant s'exprimer en vous, d'une manière ou d'une autre. Et en évoquant maintenant une autre personne que vous pourriez remercier pour ce qu'elle vous a apporté, pour sa bienveillance, pour sa générosité.
Et quand vous avez une personne à l'esprit, prenons le temps de lui donner de l'espace, utilisant votre imagination pour la rendre aussi présente que possible. En lui adressant vos remerciements. Merci pour, je te remercie pour. Pourquoi pourriez-vous la remercier? En faisant une liste de toutes les petites et les grandes raisons, adressant vos remerciements intérieurement. En laissant cette gratitude s'exprimer silencieusement, intérieurement, un ressenti, une attitude, une chaleur, observant comment ça se manifeste pour vous. Et en imagination, réunissant maintenant les deux personnes auxquelles vous avez pensé, en leur adressant un ou plusieurs grands merci intérieurs et en laissant cette gratitude résonner, en la laissant continuer d'être présente pendant quelques instants. En appréciant ce que c'est que cette attitude, que ce ressenti de gratitude. Quelqu'un a-t-il quelque chose à partager en relation avec cette méditation de gratitude? J'aimerais préciser que c'est marqué en cours d'enregistrement. Il va de soi que je ne diffuserai ni les voix, ni les images des participants. C'est seulement pour ce que je dis moi que j'enregistre. Donc, soyez rassurés là-dessus. Si vous aviez un doute, vous pouvez dire ce que vous voulez. Euh, ça restera ici. Alors, est-ce que quelqu'un souhaiterait partager quelque chose? Lever et par contre, à vraie main levée, puisqu'on se voit,
pour qui cet, état de gratitude est-il quelque chose qui se manifeste comme une émotion spécifique ou un ressenti physique aussi? Pour qui est-ce que c'est un quelque chose que vous avez pu observer? Ah, OK, OK, merci. Et parmi vous, pour qui ce quelque chose, je vous avais prévenu qu'on enfoncerait des portes ouvertes, pour qui est-ce que c'était un quelque chose de plutôt plaisant à éprouver? Parce que ça peut être mi-figue, mi-raisin suivant les circonstances. OK, une très, très large majorité. Parfois, évidemment dans les exercices de gratitude et en fonction des personnes auxquelles on pense, on peut avoir aussi des bouffées, de culpabilité ou de remords ou de regrets. Enfin, il y a toujours ces questions d'équilibre entre ce qu'on a reçu, ce qu'on a donné, qui parfois, émergent. Mais la tonalité générale dans un exercice de gratitude, c'est une tonalité émotionnelle, agréable, qui peut être même très forte. Alors, qu'est-ce qu'on a montré avec ce premier exercice de gratitude? C'est que, en tout cas, le bien que font les autres nous fait du bien. C'est déjà une 1re chose et c'est important parce que les actes de bienveillance, de générosité, ils ont des conséquences sur la personne qui les reçoit et parfois il y a comme une chaîne, de gentillesse, une chaîne de générosité dont on parle, je pense, moins que son contraire et je vais vous expliquer, un peu plus ce que je veux dire par là. Hem, une petite histoire, heu, peut-être pour commencer. Je travaillais il y a longtemps, dans un café, j'étais barman et un soir, je vois entrer un monsieur, heu, qui avait l'air plutôt joyeux, mais il y avait beaucoup de raisons de l'être quand on est barman, donc je me méfie. C'est pas forcément la discipline méditative. Et il offre une tournée à pratiquement, tous les clients qui étaient là et une deuxième. Et puis il me demande de passer un disque, et je passe le disque, un disque neuf de la chanteuse Eva Cassidy qui a une très belle voix. Et puis il y a un client qui dit: «Ah mais c'est magnifique cette musique, qu'est-ce que c'est?» Et puis, le client généreux qui avait payé les tournées lui répond: «Bah, c'est, Eva Cassidy, tiens prends le CD, je te l'offre». Et je regarde mieux ce monsieur et je me disais que je le connaissais ou en tout cas je connaissais son visage, qui avait vraiment une espèce de générosité, comme si tout ce qu'il avait lui brûlait les mains. Et je reconnais le le vendeur le plus bavard de Lausanne du Macadam Journal. C'était le journal, vendu par les sans-abri, à à l'époque. Ça fait un moment que je l'ai plus vu vendu, je pense que c'est terminé. Et j'ai pris conscience, en tout cas ma compréhension de la chose, c'est quand on passe toute la journée à, bénéficier, à recevoir la générosité des autres, c'est comme si quelque chose nous brûlait les mains, on était obligé de donner en retour ou on se sentait poussé à le faire en tout cas, et qu'il avait encaissé une telle somme de générosité pendant la journée, qu'il ne pouvait pas faire autre chose que de la diffuser autour de lui, à la fin. Et cette idée de chaîne, de la générosité qu'on reçoit, de la bienveillance qu'on reçoit qui provoque la même chose chez nous, j'avais beaucoup aimé dans Les Misérables, évidemment, ce qui arrive à Jean Valjean au début avec son monseigneur bienvenu qui le laisse partir avec ses chandeliers, enfin qui prétend qu'il n'a pas volé les chandeliers et puis ce petit geste de compassion, de générosité, change le cours de sa vie et on passe énormément de temps à, méditer sur l'impact des mauvaises actions des autres. Sur le plan juridique, quand il y a un procès, les circonstances atténuantes, c'est l'enfance de l'accusé ou comment il a été traité dans sa vie, et souvent sur les divans des psychanalystes et des psychothérapeutes en général, il y a le passage obligé, hem, par, la façon dont on a été traité par le passé ou dans notre enfance et en quoi ça provoque les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Et
c'est un exercice qui est pas du tout inintéressant, mais on pourrait plus souvent faire l'exercice inverse et prendre conscience de ce qu'on a reçu, des actes de générosité et de bienveillance dont on a bénéficié et ce qu'ils expliquent de notre capacité aujourd'hui à faire preuve de bienveillance, de générosité et de nos moments de bonheur, du jour. Voilà. J'ai l'impression d'être prêchi, prêcha, mais en fait, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez, je crois. Donc la gratitude, c'est un début d'antidote à ce biais cognitif qui nous fait plus nous focaliser sur, l'importance du mal reçu que sur, l'importance du bien reçu pour notre bien-être d'aujourd'hui. Heu, Maintenant, pour rester avec cet exercice de gratitude, et je ne peux parler que pour moi, mais, ça peut aussi être un très joli moyen de penser à des personnes disparues, qui nous ont fait du bien, sans pour autant se faire du mal en pensant à elles. Et c'est quelque chose qui, à moi, m'a fait beaucoup de bien parce qu'il y a des personnes que j'ai beaucoup aimées et en pensant à elles, je me focalisais plus sur la perte, et avec cet exercice de gratitude, je peux faire défiler toutes les belles choses qu'elles m'ont apportées. Et oui, il y a forcément pour les personnes disparues une part de chagrin. Mais c'est la gratitude qui domine, et finalement, c'est un assez noble chagrin qui ne me fait pas de mal quand il est canalisé, de cette manière-là. Donc, c'est à vous d'apprécier si ça peut aussi jouer ce rôle pour vous ou pas, parce que ça dépend vraiment des personnes et des circonstances. Mais je trouve que c'est une très jolie manière d'honorer le souvenir de personnes disparues. C'est aussi un très bon point de départ pour une méditation de bienveillance, et on le fait parfois, de commencer par éprouver cette gratitude-là avant, justement pour prolonger cette chaîne, de nous-mêmes exprimer des intentions bienveillantes, autour de nous. Bon, hem, les bonnes actions des autres nous font du bien et peuvent nous faire faire du bien. Heu, Est-ce que nos propres bonnes actions peuvent faire, heu, elles aussi avoir un effet sur notre bien-être, psychologique? Et c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est pas facile de le mesurer. C'est pas facile de mesurer le rôle de l'éthique de chaque personne avec son bonheur, parce que, les gens vont pas forcément être honnêtes sur leurs bonnes actions et leurs mauvaises actions. Donc même si on mesure le bonheur par questionnaire, et qu'on mesure, à quel point une personne se comporte de façon éthique, il y a un grand doute sur, la fiabilité des données. Alors ce que certains chercheurs ont fait, c'est de se pencher sur ce les opinions éthiques des gens, c'est-à-dire à quel point vous pensez que c'est acceptable ne pas tout déclarer dans sa déclaration d'impôt, ou de ne pas laisser de petits billets sur la voiture que vous avez égratignée dans le parking. Enfin, voilà, des questionnaires d'éthique où on interroge, en fait, sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, plutôt que sur ce que les gens font. Et on compare ça avec, le bonheur, le bien-être psychologique des personnes interrogées. Et j'étais tombé sur internet, sur un résumé d'un de ces articles, heu, qui je pense que c'était dans un j'ai perdu la source, mais je pense que c'était dans un magazine, hem, centré sur, l'économie. Je cite: Être éthique est souvent perçu comme le riz brun ou les choux de Bruxelles du monde des affaires. Digne et bon pour vous, mais pas exactement particulièrement agréable. Mais les nouvelles recherches de l'université du Missouri font voler en éclats ces idées reçues. Et le chercheur commente: j'ai trouvé une corrélation entre la façon dont les gens répondent aux questions d'éthique et leur satisfaction de vie. En général, les gens qui pensent que ces scénarios éthiques particuliers ne sont pas acceptables, comme ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure, ont aussi tendance à indiquer qu'ils sont plus satisfaits de la vie. C'est-à-dire, ça reste vrai en contrôlant d'autres facteurs qui sont aussi corrélés avec le bonheur, comme par exemple la richesse relative. Puisqu'on sait que, la richesse est corrélée avec le bonheur, mais jusqu'à un certain niveau, c'est assez limité, en fait. Quand on sort de la détresse financière, oui, on est généralement plus heureux,
mais une fois qu'on en est sorti, de gagner encore plus va pas apporter grand-chose de plus, voire rien du tout. Il y a eu d'autres études que j'ai trouvées, heu, qui montraient par exemple que le bonheur et la générosité étaient corrélés et même que des actes de générosité, provoquent des, des réactions dans le cerveau similaires à celles qui se produisent quand on gagne de l'argent, par exemple. Donc un circuit dopaminergique de la récompense qui s'active. Il y a aussi, un certain nombre de travaux sur le lien entre le bonheur et le bénévolat. Heu, Là aussi, il n'y a pas que de la générosité et de la bienveillance dans le bénévolat, il y a le lien social, enfin il y a d'autres facteurs qui jouent un rôle, mais il y a une bonne corrélation, entre le bénévolat et le bien-être psychologique. Donc il y a quelque chose à dire. C'est une idée qui a du sens. Et ce n'est pas une idée particulièrement nouvelle. Hem, Aristote, saint Thomas d'Aquin et Bouddha pensaient tous que faire le bien rendait heureux. Hem Et c'est une tradition qu'on appelle le bonheur eudémonique, qui est lié à une vie pleine de sens, le bonheur étant une vie pleine de sens. Et ça semble assez logique dans la perspective bouddhiste, en tout cas, c'est toujours comme ça qu'ils ont raisonné. On pense aux conséquences concrètes, des actions bienfaisantes et malfaisantes, des actions morales et immorales. Hem, Par exemple, un acte de générosité, on peut penser que dans de nombreux cas, on éprouvera de la satisfaction pendant qu'on se montre généreux. Hem, on pourra aussi éprouver la joie empathique en appréciant le bonheur de la personne, hem, qui bénéficie de notre, acte de générosité. Et évidemment, il y a les conséquences à plus long terme, hem, les retours de bienveillance, de gentillesse, de bonne volonté, qu'on peut recevoir plus tard de la part de personnes qu'on a aidées. Et à l'inverse, évidemment, heu, les mauvaises actions, il y a généralement un stress au moment où on la commet, ne serait-ce que le stress d'être pris, si on vole quelque chose par exemple. La honte et la culpabilité peuvent apparaître dans un deuxième temps et évidemment le risque de représailles. Donc même si on en reste à une approche assez pragmatique, quelles sont les conséquences attendues, vraisemblables des bonnes et des mauvaises actions? Ça semble évident qu'il y a un potentiel à se créer des ennuis, et à s'en éviter suivant les choix qu'on adopte. Donc vivre une vie éthique rend heureux selon cette tradition-là. Mais il y a une autre façon de penser le bonheur qui nous est très, très, très familière parce que c'est probablement la façon, heu, dominante d'envisager les choses aujourd'hui, je crois. C'est la tradition qu'on appelle hédoniste. Maximiser l'agréable, minimiser le désagréable. Point. Et le bien ou le mal qu'on fait n'est pas forcément pertinent. Si quelqu'un arrive à maximiser les ressentis agréables sans se comporter de façon complètement éthique, ça n'empêchera pas cette personne d'être heureuse. Et on se comporte bien dans cette vision-là du bonheur uniquement par peur de la justice, humaine ou de la justice divine, heu, et pas parce qu'on pense que ça va nous faire du bien. Ou éventuellement pour augmenter notre capital social, pour qu'on soit vu sur Instagram comme cette personne qui a fait un acte généreux. C'est une raison pour laquelle je pense pas mal de bien est fait dans le monde, donc c'est pas une mauvaise raison. On pense à tous ces, les acteurs et actrices, hollywoodiens qui font des gestes très médiatisés, mais qui sont quand même des gestes généreux. Donc le les bonnes actions et l'évitement des mauvaises actions comme, facteur de bonheur, je pense que c'est sous-exploité dans, nos traditions occidentales parce qu'on considère que ça relève plus du domaine juridique, et religieux que du domaine de la psychothérapie ou du développement personnel.
Et en psychothérapie, l'éthique n'a pas une très grande place. Enfin, il y a l'éthique du psychothérapeute, mais l'éthique comme moyen d'être heureux, c'est assez peu utilisé. Avec la psychologie positive, ça commence à l'être un peu plus. Dans les livres de psychologie positive, on va parler de l'importance de faire des petits gestes généreux pour se sentir bien soi-même. Mais c'est relativement récent et ça reste peu commun qu'on prescrive, par exemple, à un patient en psychothérapie des activités de générosité, de bienveillance active, dans l'espoir que ça l'aidera à sortir de sa dépression, par exemple. Ça ne fait pas partie de la boîte à outils standard, en tout cas. Et par contraste, dans la tradition bouddhiste, c'est le premier pilier des 3 piliers du chemin, le noble chemin octuple, dans lequel on vise la fin de la souffrance, qui se traduit par le début du bonheur, par définition. C'est le premier élément, cette éthique personnelle. Donc je voulais l'explorer un peu parce que c'est intéressant d'explorer une tradition qui a fait de l'éthique un moyen d'être heureux. Et qu'est-ce qu'ils prescrivent? Alors, sans beaucoup de surprises, vous avez ce qu'ils appellent la juste parole, donc dire la vérité, ne pas monter les gens les uns contre les autres, mais rechercher l'harmonie, la concorde, ne pas se montrer agressif ou impoli, mais parler avec gentillesse et correction. Et, et je trouve que c'est cruel d'avoir ajouté celui-là, éviter de perdre son temps en bavardage sans importance. Alors bon, euh, c'est peut-être pas ce principe-là que je vais respecter avec le plus d'urgence. Au niveau des actions, il y a tuer, évidemment voler et tromper, relationnellement parlant. Euh, et il y a une troisième catégorie sur le mode de vie. C'est gagner sa vie de façon honnête. Ce qui, à l'époque, voulait dire éviter les postes de travail qui vont amener à ne pas respecter les principes de parole et d'action. Donc, si on est obligé de mentir dans l'exercice de sa fonction, il faut peut-être changer de fonction. Et évidemment, la vente d'armes, euh, le mercenariat, la chasse ou le commerce d'animaux, enfin, toutes ces activités-là étaient listées comme étant interdites si on veut suivre ce principe éthique. Et encore une fois, c'est important déjà de relever que c'est pas seulement s'abstenir de mauvaises actions, c'est aussi prescrire d'en faire de bonnes, c'est prescription de générosité et d'action bienveillante. Et c'est pas, et c'est parfois compliqué de s'en sortir quand on vient de la tradition dont je viens, la tradition calviniste. Euh, c'est pas en référence à l'importance d'être une bonne personne, c'est pas en référence à l'importance de ne pas aller en enfer après sa mort. Euh, c'est pas une autorité extérieure qui nous le dicte, c'est ce qu'on fait dans le but de s'éviter les ennuis et de se sentir bien et de bénéficier de l'affection et de la générosité des autres. Donc c'est une éthique qui est bienveillante, mais qui est aussi égoïste au sens le plus noble du terme, parce qu'on le fait avant tout pour se sentir bien soi-même et pour que les gens autour de nous se sentent bien aussi. Et évidemment, toutes ces actions ont des conséquences. On dort pas forcément bien la nuit si on vend des armes. Si on a une vie relationnelle très compliquée, il y a le stress d'être découvert au minimum, s'il n'y a pas la honte et la culpabilité. Euh, et pareil, évidemment, pour toutes les autres prescriptions. Alors, il y a un point culminant pour la personne qui maîtrise parfaitement euh, l'éthique, qui est ce qu'ils appellent, et j'adore ce terme, l'extase de l'irréprochabilité. Ça sonne plus lourd en français.
En, en anglais, c'est The Bliss of Blamelessness. Cet état délicieux de béatitude dans lequel on entre quand on a causé le tort à personne et qu'on a fait de son mieux pour faire du bien autour de soi. Alors comment se rapprocher de ce bliss of blamelessness, de cette extase de l'irréprochabilité? Eh ben, je vous propose d'explorer un petit peu un moment où on s'en est peut-être, rapproché. Après, la méditation sur la gratitude, j'aimerais vous en proposer une qui tourne autour de la générosité. Mais avant, j'aimerais savoir si quelqu'un a une question ou merci, c'est fort bonne observation. Hem, OK, rien d'autre à souligner? Alors, générosité, dans une position généreuse pour, votre bien-être corporel, position confortable. Et quelques expirations conscientes, en appréciant comment l'expiration va conduire le corps à se détendre un peu plus. Et là, un travail d'exploration de votre mémoire, la mémoire proche ou lointaine, vous pouvez remonter le temps aussi loin que vous le souhaitez, pour évoquer le souvenir d'un moment où vous avez fait preuve de générosité ou de bienveillance, un acte de générosité, un moment pendant lequel vous avez donné quelque chose de matériel, ou de l'argent, de la nourriture, ou donné quelque chose, et c'est souvent le cas, d'immatériel. Vous avez peut-être rendu service, donné de votre temps, donné de l'attention, offert des modes d'encouragement, de l'écoute, du soutien, apporter de l'aide d'une manière ou d'une autre, que ce soit à une personne proche ou moins proche, et que ce soit un tout petit ou un grand geste. Et parfois, c'est un exercice qui demande plus de travail parce qu'on n'est pas très doué pour reconnaître notre propre générosité. Vous pouvez peut-être imaginer ce que des personnes qui sont proches de vous pourraient dire de vous et de vos actes de bienveillance, de générosité.
Est-ce que quelqu'un n'en a pas un? Cette personne peut discrètement lever la main. OK. Alors en prenant le temps de vous remémorer ce moment, cet acte de générosité, où étiez-vous? Quand vous avez le lieu, évoquant les personnes qui étaient présentes, qu'est-ce que vous avez fait, laissant les images, les paroles et tout le ressenti de ce moment-là vous revenir en vous repassant le film? En imaginant le moment précis où cet acte a eu lieu. Comment est la tonalité émotionnelle? Comment est votre vie émotionnelle au moment où vous avez ce mouvement de générosité, de bienveillance? Est-ce subtilement agréable, agréable, neutre, désagréable? En appréciant ce que c'est que l'état d'esprit d'une personne en train de faire un acte généreux, bienveillant. Et si cet acte a été récompensé, ne serait-ce que par des remerciements, vous pouvez aussi prendre conscience de votre état d'esprit quand vous avez été récompensé d'une manière ou d'une autre. Alors c'est assez intéressant. Hem, Parce qu'il y a des moments où on est récompensé et des moments où on ne l'est pas. Heu, pour qui parmi vous, il y a eu aussi ce moment, où vous avez reçu la gratitude de la personne que vous aviez, aidée? Pour qui est-ce qu'il y a eu ça aussi? En plus du moment où vous avez aidé vous-même? Et parce que c'est pas toujours le cas, hein. Si on ramasse, un papier par terre, personne ne sera là pour nous remercier. OK, merci. Est-ce que vous avez pu prendre conscience, je vais faire l'exercice pour moi et ce serait intéressant que quelqu'un puisse le faire aussi ensuite, hem, de la qualité de l'état d'esprit dans lequel vous vous trouviez aux 2 moments. Le moment où vous avez fait l'acte généreux et le moment, s'ils sont séparés, où vous avez été, vous en avez recueilli les fruits. Hem,
Moi, c'est souvent le même moment qui me revient et j'ai laissé mon imagination repartir dans ce tout petit moment qui m'avait marqué, où ma fille avait laissé sous son pupitre un fruit moisir pendant des jours, voire des semaines, et elle osait plus l'enlever de peur de se faire gronder par son professeur. C'était il y a 2 ou 3 ans. Euh, et puis elle en avait parlé à personne. Et puis je l'ai trouvé par hasard en cherchant un livre sous son pupitre. Et puis j'ai nettoyé. Euh, et au moment où j'ai nettoyé, il y avait juste ce sentiment légèrement agréable de faire quelque chose qui doit être fait. Et c'est assez paisible et assez simple parce que c'est un geste quotidien. C'est pas quelque chose de spectaculaire. Mais c'est plaisant quand même. Euh, à la fois un plaisir moral lié au fait qu'on fait quelque chose de bien, et puis aussi simplement un état d'attention à ce qu'on est en train de faire, comme quand on lave la vaisselle et qu'on a ce plaisir à être concentré sur ce qu'on fait. Enfin, moi, ça m'arrive en tout cas. Et dans un deuxième temps, évidemment, quand ma fille a réalisé que j'avais nettoyé, il y a eu l'explosion de gratitude parce que ça l'a stressée en fait, apparemment, cette histoire. Et la petite parce que maintenant elle est grande, mais la petite fille de l'époque m'a sauté dans les bras pour me remercier et j'ai pleinement euh, apprécié aussi cette gratitude. Euh, donc un moment subtilement agréable et puis un moment plus franchement agréable, ce qui est un peu idéal quand on est récompensé pour ce qu'on a fait, même si on l'est pas toujours. Est-ce que quelqu'un serait d'accord de partager le ressenti pour ces deux moments-là et ce qui s'est passé? Oui. En fait, c'est vraiment bien que tu aies mentionné ça parce que j'espérais qu'il y aurait un scénario comme celui-ci qui est en fait très courant. Si vous prenez votre voiture pour euh, amener quelqu'un, ramener quelqu'un chez lui qui a trop bu, il y a des émotions qui peuvent être tout sauf roses sur le moment, mais en même temps, en fonction de la gratitude qu'on reçoit après, ou simplement juste après l'avoir fait, de se dire j'ai fait quelque chose que je devais faire, il y a une récompense en deux temps parfois. La gratitude de la personne et le moment où on se dit, OK, c'était déplaisant, mais c'est une bonne chose que je l'ai faite. Et c'est vrai que c'est un scénario qui, je pense, est assez courant. Il y a d'autres personnes pour qui c'était comme ça, dans ce que vous avez évoqué. Oui, je vois une ou deux mains qui se sont levées. Merci. Qui se reconnaît dans cette difficulté à reconnaître sa générosité en général? Ouais. On est des artistes de la culpabilité, mais on est un peu débutant dans notre capacité à apprécier notre générosité. Et là, de nouveau, je pense que l'appréciation, elle est là, mais sur le moment, elle est masquée par ces pensées qui sont un peu comme des pensées parasites. Euh, c'est un peu comme ce que Nadia évoquait tout à l'heure. Je pourrais faire beaucoup plus, ou le oui, mais bon, c'est pas grand-chose. Euh, sont seulement des pensées, et peut-être que si on prend le temps de plus en plus souvent et de plus en plus facilement à les reconnaître comme des pensées, euh, il n'y aura pas un vide quand elles ne sont pas là, il y aura une appréciation de ce que c'est qu'un acte de générosité et d'apprécier ce qui se passe en nous quand on le fait. Je pense que c'est ce qui est caché en dessous. Ah, merci. Oui, Mélanie, je vais pouvoir activer ton micro. Alors, je ne sais pas s'il y avait autre chose, sinon je vais vous proposer un moment comment est-ce qu'on peut appeler ça, d'examen de ce qui est le plus porteur, ce qui pourrait être intéressant à développer. Alors, je vais vous mettre en muet. Paf. Je suis encore fasciné par cette technologie. Voilà. Euh, dans une position confortable, ça va être plus un exercice de réflexion active que vraiment une méditation. On a établi à peu près que la générosité des autres nous faisait du bien et pouvait nous pousser à en faire aussi, que notre propre générosité était souvent neutre ou agréable quand on était en plein dedans et qu'elle pouvait apporter le plaisir dans un deuxième temps de la gratitude des autres.
Et j'aimerais encore préciser qu'avant la gratitude des autres, il y a aussi simplement, même s'ils ne nous remerciaient pas, le plaisir qui découle de ce qu'on appelle la joie empathique, c'est-à-dire le plaisir qu'on ressent soi-même à percevoir le plaisir, la joie, la satisfaction, le bonheur de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est encore autre chose. Même si on n'est pas remercié, mais qu'on voit que la personne, ça lui a fait plaisir, ce moment-là, en lui-même, c'est aussi un moment qui peut être habité par cette joie empathique, ce plaisir de faire plaisir, ce plaisir de voir le plaisir chez quelqu'un d'autre. Maintenant, il y a toute la partie un peu plus délicate. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire au quotidien de cette capacité de l'éthique à nous rendre heureux? Alors, fermons les yeux, on va se pencher sur différents domaines de l'éthique et se demander à quel point, dans ces domaines-là, le bonheur est aussi grand qu'il pourrait l'être. Par exemple, dans le domaine professionnel, je pense que c'est intéressant de commencer par là. À quel point est-ce que vous vous sentez en accord avec le métier que vous exercez et avec l'entreprise, s'il y en a une dans laquelle vous travaillez? À quel point est-ce que éthiquement, votre travail et votre employeur sont en harmonie avec vos valeurs? Et juste simplement prendre le temps de répondre à cette question. Et qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce qui devrait changer ou qu'est-ce qui pourrait changer pour que votre activité soit plus en accord avec vos valeurs? Et un examen critique de ce qui pourrait améliorer notre bien-être au niveau de notre façon de manier la parole. Et j'aimerais rappeler, parce que c'est vraiment important, qu'il ne s'agit pas de faire l'étalage de nos fautes morales, mais de nous demander: est-ce qu'il y a des façons d'utiliser la parole, si je les changeais, qui me rendraient peut-être plus heureuse, plus heureux, parce que je me sentirais mieux et ça m'attirerait moins d'ennui ou ça m'attirerait plus de gentillesse. Alors, la liste de l'éthique bouddhiste donne des bonnes pistes. Il y a éviter les commérages, parler de quelqu'un d'autre en le critiquant dans son dos, par exemple. Dire la vérité et parler de façon polie, douce, respectueuse. Est-ce que dans un de ces domaines, vous pouvez imaginer que vous pourriez utiliser la parole différemment et que ce serait un bénéfice pour vous et pas seulement pour les autres? Et ma partie favorite, est-ce qu'il y a des actions, des petites ou grandes actions de générosité ou de bienveillance que vous pourriez entreprendre et qui vous feraient du bien? Et peut-être qu'il y en a déjà beaucoup, donc je ne veux pas vous précipiter trop rapidement vers la canonisation, mais par exemple, envoyer un mot, un message à quelqu'un avec qui vous n'avez pas communiqué depuis longtemps, à qui ça ferait plaisir, ou donner de votre temps, ou donner de l'argent, ou de l'attention, rappeler quelqu'un, rendre visite,
donner des paroles encourageantes, une activité bénévole à laquelle vous pensez peut-être. Quels sont les actes de générosité, de bienveillance, grands ou petits, que vous pourriez entreprendre très concrètement, qui vous feraient du bien? Qu'est-ce qui vous vient? En essayant de faire une sélection, si vous deviez garder une chose que vous pourriez faire moins sur le plan éthique pour être plus heureux, que ce soit avec la parole sur votre lieu de travail, et une chose que vous pourriez faire plus de l'ordre de l'acte de générosité, de bienveillance. Quelles sont les 2 choses que vous choisiriez de garder à l'esprit? Mmh. C'est pas forcément simple. On n'a pas l'habitude de faire ce genre d'examen-là sans qu'il y ait un biais moral d'évaluation d'à quel point on est une bonne personne ou pas. Et c'est vraiment important de le faire dans l'état d'esprit. Qu'est-ce qui pourrait me faire me sentir mieux et pas qu'est-ce qui pourrait faire de moi une meilleure personne, parce que ça change complètement la perspective et la motivation. Merci d'avoir partagé ça, parce que c'est d'ailleurs une question que je me suis souvent posée. J'ai eu des témoignages qui allaient dans les deux sens. Pour qui parmi vous est-ce que l'expérience de confinement a aussi eu non, soyons plus francs. Pour qui est-ce que cette expérience de confinement a eu pour vous une majorité de positifs, pour vous égoïstement, hein? Ok, voilà, c'est quand même assez important. Et j'ai entendu pas mal de gens me le dire. Donc, comment le préserver? Parce qu'il y a des choses qui ne seront pas préservables. Par exemple, les colloques, vous savez, les colloques en vrai, ceux où vous ne pouvez pas lire un livre en même temps sur Zoom, euh, ils vont reprendre. Donc, il y a des sources de stress qui avaient disparu avec le confinement qui vont forcément revenir. Mais dans le rapport qu'on a les uns avec les autres, le soutien, en effet, ces petits gestes, et puis peut-être juste la moins grande importance de certaines activités qu'on avait avant. Il y a peut-être des choses qu'on pourra conserver si ça nous a fait du bien. Euh, En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Bon, ben, c'est à peu près l'heure. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, à partager? Puis, ça me fait beaucoup de bien aussi d'avoir un petit rapport à la communauté méditante, même si je suis dans ma cave, parce que je suis dans ma cave. Euh, merci à vous aussi. Donc, ça a été un plaisir et j'espère avoir l'occasion de vous revoir un de ces prochains samedis, que ce soit pour de la méditation samedi prochain ou dans 2 semaines pour la deuxième séance de cette petite série. Je vous enverrai du matériel supplémentaire, qui n'est pas vraiment du matériel supplémentaire, mais un rappel des enregistrements qui existent dans l'application et sur le site autour de la gratitude et la générosité, puisqu'il y en a quelques-uns. Euh, Merci à toutes et à tous et à bientôt. Bonne Merci. journée. Merci Pierre. Merci. Merci.